Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de ressenti, d'émotion, de connexion et d'anticipation, de faire plus qu'un portrait, d'autoriser ses sujets à se trouver beaux, de tâtonner, de lâcher les casseroles et de s'amuser, de concours d'ego sur les groupes Facebook de photographes, de mieux gagner sa vie quand on arrête de penser à la rentabilité, des hauts et des bas de la vie d'entrepreneur, de l'importance de ne pas penser à la place des clients et de savoir se taire, mais surtout, on va parler de donner à l'univers qui nous le rend bien. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Priscilla Gissot. Bonjour Priscilla. Bonjour Julien. Bienvenue dans l'œil du photographe. Merci de m'avoir invité. Je crois que j'ai enfin trouvé la bonne manière de démarrer les épisodes. Les habitués sauront que j'ai toujours tendance à trébucher un petit peu à ce moment-là. Je dis bonjour et je ne sais pas comment lancer la conversation. Et ça fait 2 fois que je dis bienvenue dans l'œil du photographe. Je trouve que c'est pas mal en fait. Oui, en fait, le plus simple et le meilleur souvent. Exactement. On se prend trop souvent la tête sur des choses comme ça, surtout quand on crée du contenu pour les gens. On se demande comment on va faire bien les choses et en fait, il faut rester très très simple. Je ne t'apprends rien puisque c'est un domaine dans lequel tu officies également. On a fait connaissance il n'y a pas longtemps par le biais d'une lunch interview sur un groupe que tu gères sur Facebook. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais on va commencer par la question traditionnelle des épisodes. C'est quoi ton elevator pitch? Tu rencontres Steve Jobs dans l'ascenseur, tu as quelques étages pour lui expliquer ce que tu fais. Qui es-tu? Je rencontre Steve Jobs, je ne sais pas quoi lui dire, je vous le dis tout de suite. Mais alors, bonjour, moi je suis Priscilla, je suis photographe et je suis spécialisée en photographie thérapeutique. Ça marche bien ça, parce que généralement juste après on me dit « Mais qu'est-ce que c'est la photographie thérapeutique ?» Alors, attends, je vais essayer de le faire spontanément. Mais qu'est-ce que c'est la photographie thérapeutique? Eh bien, c'est une pratique de photographie pour travailler sur l'estime de soi. On va revenir un peu sur ce sujet plus en détail un petit peu plus loin parce que je te l'ai dit au moment où on a fait connaissance, c'est quelque chose sur lequel, vu de loin, j'avais certaines réserves, mais on va y revenir un petit peu plus loin. J'ai vu également que tu es photographe studio. Je pense que c'est ton activité d'origine en fait. Alors, je suis photographe de portrait depuis 2011, photographe de mariage depuis 2009. Voilà, donc spécialisée d'abord en maternité et mariage. Et ensuite, ça a bifurqué. Et depuis 7 ans, donc, je travaille sur ce qui allait devenir la photographie thérapeutique. Puisque c'est un domaine qui n'existait pas réellement avant que tu t'y mettes, ou il y avait des prémices déjà et tu as contribué à développer? Alors, en toute franchise, j'ai rencontré Monsieur Vaccaro à mon premier stage, mon tout premier stage que j'ai fait en 2010, ou en 2009 même, je ne sais plus, en 2010. Et ce monsieur m'a parlé de ce qu'il faisait en photographie. Ça n'avait pas de nom, mais il travaillait déjà sur tout ce qui est émotion à faire ressortir en photographie. Et c'est lui qui a mis la première petite graine. Ensuite, je n'ai jamais entendu parler de ce terme jusqu'à ce que ça commence à arriver un petit peu partout. Donc, je dirais aux alentours de 2014-15. Donc, c'est quand même un domaine relativement récent. Oui, je pense. Qui est un petit peu à la mode en ce moment, on va y revenir. Juste pour finir ta présentation, tu es également formatrice, il me semble. Oui, tout à fait. Et tu gères un groupe Facebook de ressources pour photographes. Est-ce que c'est lié les deux? À la base, non. Mais du coup, maintenant, un petit peu. Enfin, du coup, je parle un peu de moi dessus, mais j'essaye d'éviter d'en parler trop parce que c'était pas le but premier. Mais à la base, non, puisque le groupe existe depuis 2014. J'avais besoin d'infos sur un tas de choses en photographie. Et je me suis dit, tiens, je vais créer un groupe. Tiens, ça me rappelle une histoire, ça. Je vais créer un groupe pour que toutes ces informations arrivent et partager celles que j'ai, etc. Bon, voilà. Pendant 2 ans, le groupe a plus que vivoté. Et puis d'un coup, il est parti comme ça. Comme quoi, il suffit juste de s'accrocher des fois et puis
C'est ça. Ça finit par marcher. Si on aborde la première partie de l'épisode, ta philosophie de la photo, est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos préférés? Alors, en vrai, je suis pas très photo. Moi, ce que j'aime dans la photo, c'est le ressenti, c'est l'émotion. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini dans la photographie thérapeutique, je pense. Donc, les photographes que j'aime particulièrement vont être des photographes qui mettent beaucoup d'humain, un peu moins de technique. Et après, bon, j'ai mon mentor qui est Claude Fougerolles, comme pour beaucoup de photographes, dont je reviens beaucoup dessus parce que pour lui, c'est lui qui m'a formée, qui m'a appris à être photographe. Et après, voilà, j'ai mes chouchous dans la photographie, mais on va pas dire que j'ai des têtes d'affiche que je suis. J'ai Sue Bryce, bien sûr, que je suis en tant que photographe pour femmes. D'accord, donc plutôt des photographes quand même portraits orientés dans les mêmes domaines un peu que ce que tu pratiques toi. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est quoi qui fait que tu appuies sur le bouton? L'œil, ce qui se passe dans l'œil, ce qui se passe dans le regard, pour être plus C'est exact. le regard spécifiquement qui te fait déclencher, rien d'autre? Principalement, c'est ce qui va se passer ben, voilà, dans le regard. On va dire que sur un reportage de mariage, quand je faisais des reportages de mariage, parce que là j'ai arrêté, mais ce qui fait le déclenchement, vraiment, c'est l'attitude, c'est l'émotion, voilà. Et très souvent, ça se passe dans le regard. Tu as quelque chose de particulier, un élément particulier qui ressort? Tu aurais un truc à nous donner sur ce sujet-là? Parce que ça m'intrigue un petit peu. Je vois pas ce que tu... Enfin, je comprends ce que tu veux dire de manière très abstraite, mais pas de manière concrète, en fait. Alors, pour être assez concrète, mais ça va peut-être pas te parler, je pense qu'il y a une connexion qui s'établit entre les gens. Et au moment où on prend une photo, si on est vraiment connecté à la personne que l'on prend en photo, on va savoir ce qu'elle va faire au moment où elle va le faire, et là, on va pouvoir déclencher. D'accord, donc en fait, c'est l'anticipation. Le regard t'indique l'action qui arrive, c'est ça? Exactement, oui. Quand tu parles de connexion, évidemment, c'est pas les yeux qui connectent du photographe et du sujet, mais c'est ce qui te permet de comprendre en fait ce qui va arriver à l'instant d'après. Oui, alors ça, c'est le domaine de l'intuition et de la connexion entre les êtres. On va peut-être en parler en parlant de photothérapie, qui était ma question suivante en fait. Donc, je l'ai dit en intro, c'est un sujet. La photothérapie, en fait, c'est quelque chose qui est relativement à la mode. Enfin, on en voit beaucoup fleurir un petit peu partout. Je pense que tu me diras pas le contraire, hein. Je te vois lever lever les sourcils. Oui, Mais j'en vois plein, j'en vois des très bien, hein, j'en vois des moins bien, mais j'en vois des très bien. alors justement, c'est un peu le problème des sujets qui deviennent à la mode assez soudainement, c'est que c'est pris en main à la fois par des gens qui ont la capacité de le faire correctement et des gens qui ont un petit peu moins la capacité de le faire correctement, et que vu de l'extérieur, quand tu t'y intéresses d'un petit peu loin, tu peux avoir l'impression que c'est à la fois une mode, à la fois un argument marketing qui est fait par des gens qui n'ont pas toujours la compétence pour le faire. Surtout là, en fait, on parle de thérapie, donc on commence à s'approcher dangereusement d'un domaine un peu médical. Alors, je ne sais pas si on peut considérer si la thérapie est réellement considérée comme quelque chose de médical dans le sens strict. Dans ma perception, en tout cas, ça l'est. Est-ce que tu peux, alors déjà, dans un premier temps, peut-être nous expliquer ce que c'est que la photothérapie et le but de la photothérapie? Alors, je vais commencer par corriger juste un terme. Je ne fais pas de photothérapie, je ne fais plus. J'ai commencé par utiliser ce terme et je me suis aperçue qu'il était mal interprété. Donc, j'ai changé le terme par la photographie thérapeutique. Pourquoi? Parce que je n'étais pas thérapeute. Bon, les choses ont changé depuis, mais on en parlera plus tard. Quand j'ai commencé à faire ce type de prestation, on va dire, je n'étais pas thérapeute. Et il est bien clair que ce n'est pas le photographe qui est thérapeute dans ce genre de pratique, c'est bien la photographie qui est thérapeutique. Et là, le terme est complètement différent et l'explication est complètement différente. Ce qu'il se passe entre une personne et la photo qu'il va regarder peut être thérapeutique. Le terme thérapeutique est encore différent d'une thérapie. On ne va pas voir un photographe pour faire une thérapie sur du long terme, même une thérapie brève. On va chez le photographe pour avoir une photographie qui sera thérapeutique parce qu'elle va vous apporter sur le regard que vous avez sur vous.
C'est une distinction très importante, hein. C'est important, c'est pour ça que j'ai changé tous mes termes et qu'à chaque fois qu'on me met photothérapie, je corrige. Moi, je fais de la photographie thérapeutique et même si aujourd'hui je suis thérapeute, je fais toujours de la photographie thérapeutique. Voilà. Euh, C'était quoi ton autre question? Alors, bah, Redis-moi. c'était justement de nous expliquer un petit peu ce que c'était. Tu as répondu déjà à la première réserve que j'avais, qui est un peu ce côté justement dans le vent en fait de la pratique en ce moment où justement bah, c'est un peu pris par un peu tout le monde comme une possibilité de développer son business sans avoir forcément la compétence réelle. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau de voir des photographes qui se décrètent portraitistes sans savoir utiliser un flash, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce qui les empêche de se décréter thérapeute alors qu'ils n'ont pas du tout la compétence pour le faire. Donc c'était un petit peu ça ma première réserve à laquelle tu as répondu. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça doit apporter aux clients, cette pratique, cette photographie Alors, thérapeutique? tout ce que moi je vais dire, ça n'engage que moi. Parce que comme en photographie normale, il y a divers points de vue, diverses façons de voir les choses. Et toute personne peut amener ce type de prestation d'une façon différente. Personnellement, je pense que tous les photographes, quelque part, font de la photographie thérapeutique. Je veux dire, une personne qui vient vous voir pour un portrait de famille et qui ne peut pas se voir en peinture et que vous allez rendre jolie sur cette photo de famille, quelque part, la photographie que vous lui avez livrée, c'est une photographie thérapeutique. Ok. Sur le principe, moi, je mets le terme dessus parce que je souhaite attirer les personnes qui ont besoin de ce type de photo pour se sentir mieux. Donc, si je dis je fais juste de la photo de famille et vous allez vous sentir mieux après, non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, faut être clair. Quand je fais ma communication, qui est très, 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 très importante dans ce type de, de photo, j'explique vraiment la démarche qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si vous venez faire ce type de séance photo, c'est pour avoir un nouveau regard sur vous, pour vous sentir différent si besoin, pour vous voir avec un nouveau regard. C'est mon approche à moi. Moi, dans mon approche à moi, je veux que les personnes se sentent fières d'avoir fait cette séance et sortent avec le menton haut. Je connais d'autres personnes qui font un type de photographie thérapeutique, qui ne l'appellent pas forcément comme ça, et qui vont révéler l'âme, qui vont révéler la façon d'être de façon plus personnelle, plus identifiable. Voilà, chacun va avoir sa manière d'amener les choses. Dans le principe, l'idée, c'est d'amener quelque chose de plus dans la photo qu'un portrait qui va être très beau, qui va être affiché, mais d'amener un petit peu l'âme de la personne à se dévoiler au travers de cette photo et peut-être quelque part lui faire du bien. Mais c'est marrant parce qu'en fait, la manière dont tu le dis, finalement, ça reste de faire bien son travail, finalement, parce que c'est le travail du photographe, même si on ne le dit pas forcément, ça reste de faire ressortir quelque chose d'un portrait. C'est pas de faire une image en soi, même si certains peuvent considérer que c'est le boulot aussi, c'est de faire un véritable portrait, de faire ressortir quelque chose de la personne qui est en face de toi. Donc finalement, c'est presque dans l'emballage qu'il y a une différence, mais en réalité, est-ce que tu as réellement changé ta façon de faire des portraits du coup? Peut-être dans l'approche, dans la façon dont c'est cadré, mais je veux dire, techniquement, il n'y a pas de différence. Non, techniquement, il n'y a pas de différence. Je suis photographe, je fais de la photo. Donc, techniquement, il n'y a pas de différence. Dans l'approche, il y a une différence. Dans l'approche clientèle, et c'est la partie que j'ai développée en devenant thérapeute également, dans l'approche avec les personnes, là, il va y avoir une différence. On va rentrer un tout petit peu plus dans l'intime. Et encore que des fois, il y a toutes les barrières, donc il va falloir contourner et tout machin. Enfin, c'est pas toujours, on va pas toujours aller dans l'intime. Ça dépend des personnes et de ce qu'elles vont vouloir laisser passer. Mais l'idée est là. Enfin, l'idée de ce type de séance, c'est d'aller creuser quand même, d'aller creuser un petit peu et de faire sortir ce qui a à sortir. C'est une approche plus intentionnelle en fait, c'est-à-dire que là, ce que pourrait faire un photographe de portrait finalement, j'ai pas envie de dire spontanément parce que c'est pas la bonne manière de le dire, mais tu le fais très intentionnellement en fait. Tu vas aller chercher les choses au fond des gens très intentionnellement, là où on le faisait peut-être pas aussi clairement sur un portrait classique.
Oui, alors pour être même, pour pousser même un petit peu, c'est plus qu'intentionnel, c'est recherché, c'est-à-dire que j'ai analysé comment ça se passe, à quel moment ça se passe, pour le créer, pour faire en sorte que ça arrive. Donc, au lieu de le percevoir, en fait, tu vas aller le chercher. C'est ça que je voulais dire. C'est que Ouais. ce qu'on peut Alors il y a percevoir. un peu Ouais. des deux. Des fois, c'est juste, je vais percevoir un truc et du coup, je vais aller creuser un petit peu dessus. Et des fois, tout est bloqué, donc du coup, je vais vraiment aller rechercher ce qui est caché là derrière. C'est là que les qualifications de thérapeute servent vraiment. Oui, alors là, par contre, suivant quel degré on veut atteindre, il est certain qu'il faut se former un petit peu. Alors justement, comment ça fonctionne une séance en photographie thérapeutique? J'ai failli dire photothérapie, je me suis dit, il faut que je fasse attention aux termes que C'est j'utilise bien, maintenant. c'est bien parce que maintenant je l'ai dit. Ouais. Non, non, mais c'est important. La distinction, elle est énorme en fait. C'est vrai on a encore une fois, moi je suis relativement extérieur à ça. Je fais peu de portraits, je fais plutôt du reportage. Donc c'est vrai que photothérapie, photographie thérapeutique, j'ai pas réfléchi au terme avant d'en parler avec toi. Je ne sens pas, avant qu'on me l'explique, une différence énorme, alors elle est énorme la différence. Oui, oui, non, c'est vraiment important. Et en fait, j'ai beaucoup moins de questions depuis que j'utilise le terme de photographie thérapeutique que photothérapie. Parce que déjà, photothérapie, ça fait penser au truc avec la lumière pulsée, là. Donc Ouais, déjà, ça ne fonctionnait pas. aussi. Ouais. Et puis, photothérapie, c'est quoi? C'est une thérapie par la photo. Voilà. Tandis que la photographie thérapeutique, ah ben oui, la photographie est thérapeutique, oui, on comprend. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai utilisé ce terme-là. J'ai encore oublié ta question du coup. Comment ça fonctionne? C'est quoi le déroulement d'une séance? Alors en fait, ça va vraiment dépendre des séances parce que y a différents types de séances. Ce que je fais le plus, c'est travailler auprès des femmes parce que c'est comme ça que j'ai démarré ce type de séance avec des séances qui s'appelaient les séances être une femme et qui à la base étaient plus une séance pour s'amuser, se sentir belle et etc. Au final, je pense que du fait de mon âge, j'ai commencé à attirer des personnes, pas les petites jeunes ou les personnes qui étaient forcément nickel chrome dans leur corps, et j'ai commencé à attirer pas mal de personnes complexées. Et du coup, bah, ça s'est vite transformé en séance je pleure, je vois autrement, et du coup, j'ai enclenché là-dessus. Donc, la séance Être une femme, c'est vraiment une séance qui est faite pour se découvrir autrement, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des personnes qui se sont un peu perdues, qui ont oublié qui elles étaient physiquement, parfois aussi à l'intérieur, qu'elles ont oublié qu'elles pouvaient sourire, qu'elles ont oublié qu'elles pouvaient être féminines, glamour, sexy, même si elles veulent. Donc c'est très souvent vers ça qu'on va dans la séance Être une femme, l'autorisation d'être une femme sous toutes ses facettes en fait. Et donc cette séance-là, elle se passe avec maquillage et coiffure parce que mon souhait à moi, c'était que la personne se retrouve féminine, retrouve toute sa féminité, retrouve le plaisir de se faire chouchouter, tout ça. Ça correspond pas à toutes les femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas envie de se faire maquiller, coiffer, etc. Bon, elles viendront pas me voir, elles trouveront un autre photographe pour faire leur séance. Mais voilà, donc la séance Être une femme, c'est celle-ci. Après, il y a la séance des ados. Sur les ados, ça peut être soit un besoin de se voir avec son nouveau corps de presque adulte. Ça peut être l'idée de se voir avec un autre regard que celui qu'on a sur les selfies. Et après, j'ai souvent aussi des ados qui viennent parce que les ados entre eux sont pas très très sympas, ou alors ils ont été victimes de harcèlement, ou encore ils sont suivis psychologiquement pour des problèmes d'attouchement ou de choses comme ça. Donc ça peut aller sur des problèmes un peu plus lourds. Et là, le maquillage et la coiffure sont pas toujours les bienvenus. On va plus aller sur du portrait, le plaisir juste de se retrouver et de se dire bon ben ok, c'est juste moi quoi. Et après il y a les portraits d'hommes où là forcément il y a beaucoup moins de maquillage et coiffure. Et les portraits d'hommes, on va plus aller sur un terrain d'hommes qui viennent parce qu'ils ont besoin de retrouver leur place. On est dans une époque où autant la femme, elle essaye de pousser les murs, autant l'homme, du coup, il est dans les murs qui sont poussés et il ne sait plus où c'est qu'il doit se placer. Et c'est un problème assez récurrent que je retrouve dans les séances d'hommes. D'abord, l'autorisation, mais ça c'est pour tout le monde, de se trouver beau.
juste cette autorisation-là de leur donner, c'est déjà énorme. Mais aussi l'idée de n'être ni un macho, ni un clampin, ni d'être juste eux, quoi. Et d'avoir le droit d'être juste eux. D'accord, donc de trouver sa place. En fait, il y a toujours cette notion de trouver sa place finalement. Alors, les hommes, c'est trouver leur place. Les femmes, c'est plus retrouver l'estime d'elles-mêmes. C'est pas tout à fait pareil. C'est des approches assez différentes et c'est pour ça que c'est présenté très différemment sur ton site du coup. Oui, alors j'avoue que pour les hommes, ça fait maintenant que ça fait un an et demi, 2 ans, avec en plus l'année 2020. Bon, Oui. c'est pas, voilà. Donc j'en fais beaucoup moins souvent. La communication n'est pas complètement encore établie. J'étais un peu fâchée avec les hommes pendant un temps, donc ça facilitait pas trop les séances. Voilà, donc je suis encore un peu, on va dire, sur la recherche. Avec les hommes, ils le savent, hein, quand ils viennent me voir, on en parle, on établit ensemble ce qui leur correspond. D'accord, donc toi aussi tu cherches ta place en fait dans ce domaine-là. Tout le temps, tout le temps. Mais en fait, c'est un petit peu, c'est un domaine qui n'est pas exploré en fait, Ouais. donc forcément, on se base toujours sur ce qui a déjà été fait. Okay, mais quand ça n'a pas déjà été fait, eh ben, on le crée. Et du coup, on tâtonne. Et du coup, on tâtonne et c'est pas un problème parce que, au fur et à mesure, on évolue. Le principe, c'est de ne pas faire de conneries. Oui, pas faire de grosses bêtises en tout cas. Sur justement l'activité de photographe et le développement, tu as une activité de photographe plus classique. Tu as notamment été portraitiste de France d'ailleurs, ça j'ai vu sur ton site. C'est quoi aujourd'hui ton objectif? C'est de tout basculer sur la photographie thérapeutique ou c'est que ça reste une activité parmi d'autres? Alors, je vais te dire un truc que si tu as visité mon site, tu as dû comprendre, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à faire des choix. Parce que j'aime bien tout, en fait. Et donc, du coup, j'ai un peu du mal à faire des choix. Je fais principalement de la photographie thérapeutique. Je communique principalement sur la photographie thérapeutique, mais mon activité de photographe, on va dire normale. Historique. Ouais. Portraitiste. Continue. Je fais des familles, je fais des bébés principalement, mais petit à petit, je m'aperçois que tout bascule au fur et à mesure sur la photographie thérapeutique. Il me reste un peu d'activité au niveau de la famille et de la maternité. J'ai arrêté le mariage l'an dernier, donc il m'en reste 3 à passer sur 2021. Mais oui, petit à petit, je pense que mon activité va doucement aller vers plus de photographie thérapeutique et de mon activité de thérapeute également. Finalement, c'est pas tellement par choix, c'est plus un enchaînement des circonstances et le fait que toi-même, tu t'orientes dans cette direction-là. C'est-à-dire que c'est un choix inconscient presque. C'est un choix pas affirmé. C'est un désir, c'est un désir. On va... Je crois qu'il y a une personne qui veut pas faire de choix et qui veut pas abandonner. D'accord, mais qui petit à petit bascule quand même dans une direction plus qu'une autre. Oui, forcément. Alors, si on parle un petit peu de ton travail plus en détail, il y a une image en particulier que je voudrais aborder qui m'a beaucoup marqué en fait quand j'ai exploré ton site. C'est une des photos de la présentation de l'atelier Estime, donc qui est l'atelier qui se destine aux femmes. Où le modèle pleure. Donc tu l'as mise en avant. Elle est très visible sur cette page-là. Enfin, je voudrais déjà que tu nous expliques un peu dans quelles circonstances elle a été réalisée et pourquoi tu fais pleurer cette pauvre modèle. Alors, je ne l'ai pas fait pleurer. Elle a pleuré toute seule comme une grande. J'imagine bien, c'était juste pour la blague, mais effectivement, peut-être que justement, cette photo est très représentative de ce que ça peut apporter une séance comme ça finalement. Alors, c'est en effet pour ça que j'ai choisi de mettre en avant cette photo parce qu'elle est très représentative de ce qui peut se passer dans une séance. C'est pas toujours aussi marqué ou aussi joliment marqué entre guillemets, donc du coup pas toujours montrable. Donc cette photo a été prise lors d'une séance Être une femme. Il y a plusieurs étapes en fait dans mes séances qui sont là pour amener au lâcher prise et à être juste soi, tranquille, voilà. Alors mes séances à moi, elles sont censées être dans la joie, dans la bonne humeur. C'est un truc où on s'amuse. Mais pour pouvoir s'amuser, il faut avoir lâché les casseroles et être bien. Et donc c'est Lydia sur cette photo.
Elle est venue avec beaucoup de casseroles. Et donc, sur la première partie des séances, en fait, on va balayer le fait que, bon, bah voilà, il y a un photographe, il te prend en photo. Donc, on va en faire quelques-unes, comme ça, c'est fait. On passe les premières, c'est jamais les C'est le meilleures. vieux truc des photographes de studio, d'ailleurs, de faire plein de photos au départ pour Voilà. habituer au bruit du clic et habituer à l'appareil photo, finalement. C'est un peu ça, oui, on fait des photos simples. Voilà. Des fois, ça marche du premier coup, mais très rarement. Cette première série, elle est là pour élaguer ce problème-là et faire connaissance. Ensuite, il va y avoir une série où enfin, ça dépend des personnes, mais il peut y avoir une série que j'appelle la série le ridicule de tue pas, où on va retrouver les fameuses grimaces des photographes ou ce genre de choses. Bon, c'est un petit peu plus élaboré, c'est un petit peu plus long parce que le but est justement de vraiment déclencher quelque chose. Et puis, si je sens qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose, on va aller chercher, et ça c'est un moment où on va aller vraiment chercher les émotions. Donc on passe par un côté un petit peu théâtral, et après je leur fais faire certaines actions pour sortir ce qu'elles ont. En l'occurrence, là nous faisons avec Lydia ce que j'appelle la machine à laver. C'est très moche comme terme, mais ça marche bien. C'est-à-dire que je lui ai demandé de mettre toutes ses colères, toutes les émotions négatives qu'elle avait amenées et qu'elle avait dans son ventre dans une machine à laver qu'elle allait faire tourner, de fermer les yeux, donc c'est là que ses poings se crispent, de se concentrer dessus, de les faire remonter, et quand elle le sent, elle crie et elle fait tout sortir. Donc là, elle est en train de faire la machine à laver, et juste après, j'ai la photo du cri qui est pas restée en fait, parce qu'elle est pas jolie, mais qui a été très très utile pour le reste de la séance, parce que la transformation s'est passée juste après. Donc c'est la partie en fait discussion et la partie justement où tu les aides à se lâcher, à lâcher prise et à se retrouver quelque Ouais, part. mais on n'est pas vraiment dans la discussion, on est plus dans le contact émotionnel, parce que elle n'est pas obligée de me raconter sa vie. Bon, souvent elle m'en parle, hein, mais elle n'est pas obligée de me raconter, elle est juste là pour expulser ce qu'elle sait et sans forcément m'en parler. Cette photo-là, c'est une photo que tu rends à la cliente ou c'est une photo qui sert essentiellement à l'illustration? Parce que C'est une du coup, en même temps, elle est très belle, en même temps, c'est pas tout à fait ce qu'elle est venue chercher, la cliente, si. Si, c'est ça qu'elle est venue chercher, la cliente, même si c'est pas celle qu'elle va mettre sur son meuble. Cette photo-là, elle l'a choisie, elle l'a mis dans son livre. Oui. Donc elle lui exprime quelque chose en fait. Elle a un Totalement, oui. sens pour elle. Les photos que je sors où elles ont une larme qui pointe, ou très, très souvent je fais une photo du stop Ouais. où elle tend la main. Là, vous ne me voyez pas, donc ça ne peut pas servir si je fais le geste. Mm. Donc c'est une photo du stop où elle tend la main. Enfin voilà, il y a plein de photos comme ça qui sont symboliques en fait et qui vont représenter beaucoup pour elle et qu'elle choisissent très souvent dans toute la série de photos. Oui, donc c'est elles qui choisissent en fait leurs photos dans l'ensemble des photos que tu as réalisées. D'ailleurs, sur ce thème-là, il y a une page que j'ai beaucoup aimée sur ton site qui est la page avant-après, où presque on les reconnaît pas en fait. C'est le avant-après dans le sens dans lequel on peut l'imaginer. C'est-à-dire que c'est une photo relativement classique avant et c'est la photo vraiment travaillée après. Il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas 10 000 manières de le faire. Mais il y a des photos, il y a des femmes que je n'ai pas reconnues en fait d'une photo à l'autre, tellement elles avaient changé. Et je mettrai le lien de cette page. Mais vraiment, elle était assez forte et assez, je pense, représentative finalement de ce que tu peux apporter. Elle est très claire en fait sur tes intentions et sur ce que tu fais. Je pense elle clarifie beaucoup ton travail. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à mettre les avant-après que les personnes ont vraiment compris le principe de mon travail. Parce que les gens me le disent, hein, j'ai un petit lexique avec mes avant-après. Et ce qui ressort, c'est que oui, ok, d'accord, elles ont été maquillées, coiffées, mais ce qui a changé, c'est leur regard. Il n'y a pas que ça. Oui, non, mais c'est très clair. Mais je trouve en fait que d'un point de vue, alors c'est peut-être pas le but recherché ultime, mais d'un point de vue communication en tout cas, je trouve que c'est très intelligent et assez subtil. Et que finalement, s'il y a une page que j'ai retenue de ton site, c'est celle-là. Oui, mais ça m'étonne pas parce que si je mets les photos seules en fait de ce qui sort de la séance, Mm. bon ben c'est des jolies photos. Très souvent on me disait ah oui mais bon elles sont jolies. Ah oui mais non en fait c'est pas ça. C'est des personnes comme vous qui sont venues
et qui ont pu se transformer. Ouais. D'abord, je tiens à préciser que je travaille avec une maquilleuse coiffeuse qui est Clélia Guilbeault et qui est très très importante dans les séances Être une femme parce que comme moi, elle a appris ce que de son métier, ce qu'elle pouvait apporter aux personnes, et je pourrais dire qu'elle fait du maquillage thérapeutique également, parce qu'elle a une approche qui a été travaillée, réfléchie pour ces séances-là. D'accord, et vous vous êtes bien trouvé du coup. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la formation ensemble. Ce que je retiens de cette page, en fait, c'est que ça te fait passer de portraitiste, de photographe, en fait, simple, à justement quelqu'un qui apporte autre chose qu'une photographie. Et c'est vrai que cette page-là m'est vraiment restée à l'esprit au moment où je préparais cet entretien. Si on parle de ce que tu préfères faire en fait comme image, on va dire que tu as 80 ans, tu fais la formation de la relève et tu dois leur ressortir une image de ta carrière. C'est quoi cette image ? Je dois ressortir une seule image de toute ma carrière. Alors tu sais, si tu regardes les grands noms, tu sais que les très grands noms, ils ont peut-être une dizaine d'images qui restent d'eux. Quand tu es un bon photographe, tu as de la chance si tu en as déjà une qui reste de toi et qui te définit. Toi, tu aimerais que ce soit laquelle qui te définisse ? Alors déjà, j'aimerais citer une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Claude Fougerolles. C'est que la meilleure image que j'ai faite, c'est celle que je ferai demain. Je pense que c'est comme ça pour la plupart des photographes. Maintenant, si je devais, je pense que ça serait celle que j'ai là au-dessus de mon bureau. D'abord parce que c'est une photo qui faisait partie de mon portraitiste de France de 2015, le premier. Et ensuite, c'est parce qu'elle réunit l'émotion, la lumière, le côté féminin que j'aime bien mettre en place. Voilà, donc cette image-là, qui est une image de femme qui tient un foulard comme ça. Est-ce qu'on pourra la mettre éventuellement dans le descriptif d'épisode, comme ça les gens la verront ? Oui. On la mettra dans le descriptif et dans le teaser, comme ça vous saurez d'office de quelle photo on parle et vous l'aurez en tête. Donc c'est cette image-là qui restera de toi, tu penses ? C'est une des images que je trouve qui est le plus représentative de mon travail, même si c'est une femme qui est très très belle. Je sais, moi, qu'elle avait beaucoup de problèmes avec elle. Si on aborde le côté plutôt financier, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? Est-ce que la photographie thérapeutique a pris le pas sur tout le reste, ou est-ce que ça reste relativement équilibré ? Est-ce que la formation pèse dans les revenus ? Alors, la formation, je la fais que depuis cette année, donc sur 2020. Donc, c'est pas la bonne année pour juger ? Ouais, je ne peux pas encore juger. Enfin, la formation pro, je parle. Je ne peux pas encore trop juger. La photographie thérapeutique, c'est ce que je fais le plus. Ce qui rapporte le plus à l'année, je crois que ça reste encore la partie photo. Je parle pour 2019 parce que 2020, c'est pas vraiment judicieux d'en parler. Ça reste famille, maternité, parce que les paniers sont plus gros que sur les séances maternité. C'est le volume d'achat global de photos qui fait que ça pèse plus lourd. Les paniers restent plus importants sur une séance famille maternité que sur une séance de photographie thérapeutique, bien que sur 2019, on est quasiment à l'équivalent entre famille et maternité et photographie thérapeutique. Quand tu parles panier, c'est les impressions notamment ? Alors, quand je parle panier, c'est les ventes que je fais après avoir fait la séance, puisque moi, je travaille avec la prise de vue séparée de la vente après. Tu as également, et c'est comme ça que moi je t'ai connu, un groupe Facebook dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui est plutôt axé partage réellement, qui est plutôt très ouvert, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, enfin moi je fais la promotion du podcast dessus assez régulièrement, j'ai vu passer pas mal de choses dans ce domaine-là, tu fais découvrir des photographes à travers les lunch interviews. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir créé ce groupe finalement, à part peut-être le relationnel que ça peut générer, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose d'un point de vue professionnel ? Alors, aujourd'hui, oui. Au départ, quand je l'ai lancé, pas vraiment. Donc, ça a mis bien 2 ans, comme je disais tout à l'heure, à
apprendre, on va dire. Le but pour moi était de partager toutes les informations qui peuvent être intéressantes pour les photographes et non pas faire un énième groupe où on allait comparer nos photos, nos objectifs et tout le reste. On sait comment ça tourne toujours, ce genre de groupe. Ça dure 15 jours bien. Et après, c'est un concours d'ego pour ne pas dire autre chose. Donc c'est pas vraiment mon trip. J'aime beaucoup partager. Je fais partie des photographes qu'on appelait souvent. Alors je dis appeler parce que j'ai réussi à canaliser ça grâce au groupe aussi, parce que je fais partie donc des photographes qu'on appelle souvent pour dire oui mais Priscilla, comment on fait ça, comment on fait ci, et où c'est que tu as trouvé ça, où c'est que tu as trouvé là. Donc hop, je les mets sur le groupe et du coup les infos, je les partage. T'as réussi à faire en sorte de partager en une seule fois les questions qu'on te posait des dizaines et des dizaines de fois à l'époque. Exactement, et du coup maintenant ça me permet de pouvoir des fois répondre je sais pas, et va sur le groupe, tu poses la question, il y a bien quelqu'un qui va t'informer. D'accord. Donc le groupe est collaboratif avant tout. Oui, complètement. Alors n'importe qui peut publier sur ce groupe du moment qu'il en fait partie. Il est fermé aux photographes professionnels, bien qu'il y en ait quelques-uns qui se sont faufilés dans le truc. Il y en a toujours. Voilà, il y en a toujours. Quand je les repère, je les enlève, mais gentiment, mais voilà. C'est un groupe qui se veut positif, donc plusieurs fois j'ai dû reprendre les choses parce que moi quand on commence à se taper les uns sur les autres, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Donc voilà, on est là pour s'apporter des informations. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'essayer de se convaincre. Donc le principe il est là, c'est très simplement fait. Je pense que pendant très longtemps les gens savaient même pas que c'était moi qui étais derrière ça. C'est assez récent, puis maintenant avec les lunch-interviews, du coup ils ont vu Ils ont vu ton mon visage. Donc, voilà. Ça m'apporte quoi? Je crois que je fais partie des personnes qui ont besoin qu'on ait besoin d'elles en fait. Donc voilà, ça doit nourrir mon ego. Donc, mais ça a l'air d'être relativement sain quand même. T'as pas l'air d'avoir un ego Ouais, non, intenable et insupportable non plus. Mais c'est ce que je me demandais en fait, parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose dans mon cas également aujourd'hui. Quand tu es connu dans le monde de la photo par autre chose que la photo, des fois ça peut manger un peu le reste de ton travail en fait. T'as pas cette impression-là? Je pense pas être connue dans la photo par rapport à ce groupe. Peut-être je me leurre. En fait, je ne sais même pas si je suis connue dans le monde de la photo, pour être honnête. Je pense pas que les gens Quand je dis connu dans la photo, quand les gens te connaissent dans le domaine photographique par autre chose que ta photo, en fait, c'est pas tellement dans le sens d'être une célébrité, c'est dans le non. sens que des photographes, des gens qui sont intéressés par la photo, puissent te connaître par autre chose que les photos que tu fais en fait. Je sais pas trop quoi te répondre parce que très franchement, je pense vraiment pas que les gens me connaissent vraiment par rapport à ce groupe-là. Les gens qui me connaissent dans la photo me connaissent pour la photographie thérapeutique en général. On te connaît avant tout par ça, et puis peut-être que ça se manifestera un petit peu plus tard via le groupe ou pas du tout. Je te souhaite. Je ne sais pas, je le cherche pas trop, hein. Le groupe, moi, il est là pour mettre en avant les infos, mais un jour peut-être je le quitterai et quelqu'un d'autre le reprendra et c'est pas grave. En fait, le groupe est totalement indépendant de ton activité. C'est vraiment quelque chose de séparé, de très clairement séparé en fait. Oui, tout à fait. Il n'a pas été créé pour me mettre en avant, quoi. Très bien. Non, mais des fois, ça peut arriver aussi. Oui, tout à fait. Tu peux ne pas chercher à être mis en avant, mais dans les faits, tu es mis en avant quand même. C'est Mais automatique. ouais, je suis d'accord, mais j'ai déjà eu cette conversation avec mon ami Benoît de chez Grenadine, que je salue, et qui m'avait dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Comme ça. Il m'a dit, mais non, il y a forcément un truc. Enfin, il faut que ça t'apporte quelque chose. Et non, aujourd'hui, il peut m'apporter que je parle de mes formations, mais au même titre que tout le monde dessus. Donc je sais pas. J'ai fait ce groupe parce que j'en avais besoin. On en revient toujours à la question de la rentabilité directe, en fait. C'est vrai qu'on est dans des domaines où on se pose très souvent cette question-là. Et c'est vrai que si tu regardes même sur les groupes, c'est toujours la question qui se pose, c'est combien tu gagnes C'est normal, sur oui, quelque chose. Et c'est vrai que je crois d'ailleurs, c'est dans le dernier épisode avec Valérie Jardin que j'avais cette question-là, où je lui disais, moi j'ai du mal à sortir faire des photos de street photographie parce que c'est sortir l'appareil photo pour quelque chose qui n'est pas rentable.
Et c'est exposer ton matériel à de la casse, c'est consacrer du temps, c'est te consacrer à quelque chose qui ne va pas te rapporter d'argent. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, justement. C'est pour ça que je te pose Alors, cette question-là. là, la question est très bonne par contre, parce que, Les autres n'étaient pas fin, bonnes? si, si, tout, attends, tu parles. Fin 2018, j'ai eu un petit crash avec moi-même sur le fait que je travaillais que pour rentrer des sous. Alors, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances famille, du coup, mais je faisais aussi beaucoup de séances être une femme. Mais il y avait plus de créativité parce qu'il fallait rentrer des sous, il fallait rentrer des sous, il fallait rentrer des sous. Et en fait, depuis 2019, j'ai changé beaucoup de choses et entre autres, je recommence à travailler pour me faire plaisir. C'est-à-dire que ça ne me pose plus de soucis maintenant de dire à quelqu'un de venir faire une séance juste parce que je l'ai trouvé beau ou que son activité m'intéresse et de lui offrir la séance. Alors, très souvent, j'offre la séance et pas les supports si on est OK. Parfois, même, j'offre des images avec, juste parce que j'ai moins envie de me faire plaisir sur cette séance-là. Je me suis aussi de fait rapprochée de beaucoup d'associations pour travailler en photographie thérapeutique et là je suis contente parce que je vais commencer à travailler avec un centre dans pas très longtemps, un centre pour ados et enfants qui sont en foyer pour leur apporter quelque chose au travers de la photographie. C'est rémunéré mais pas exceptionnellement et c'est pas grave parce que ça me nourrit moi en fait. Donc, tu t'es autorisé à ne pas penser qu'en termes de rentabilité et en termes d'entrepreneur, en fait. Et bizarrement, je gagne mieux ma vie. Donc, finalement, il y a peut-être un lien. Tu fais un lien entre les deux ou pas? Ah, complètement, parce que je suis bien dans ce que je fais, donc ça se voit dans ma communication, ça se voit dans le plaisir que j'ai de faire les photos. Je retrouve une certaine créativité que j'avais plus, donc je faisais toujours la même chose, donc forcément, au niveau de la clientèle, ça joue. Et je pense que c'est très important à partir du moment où on est bien dans nos baskets. Et puis moi, je suis, alors ça c'est mon côté thérapeute, mais je suis très univers. Et en fait, quand on apporte aux autres et quand on apporte à l'univers, l'univers nous apporte. Et j'ai tendance à dire aussi que quand tu demandes quelque chose, l'univers te répond. Exactement. Et là-dessus, on va bien s'entendre. Dernière question de l'aspect financier. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps ça a mis? Tu dis que tu gagnes mieux ta vie que jamais. Alors, je gagne bien ma vie aujourd'hui. Oui, franchement, je trouve. Après, tout est relatif dans qui veut gagner sa vie. Voilà. Disons que dans une vie d'entrepreneur, c'est toujours un peu en haut puis en bas, en haut puis en bas. Moi, j'ai commencé en bas, mais j'ai toujours gagné ma vie entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai toujours gagné de l'argent. Je me suis toujours payée depuis le début que j'ai commencé, même si c'était pas énorme. Et j'ai commencé à gagner ma vie, c'est-à-dire à au moins me payer un SMIC, à partir du moment où j'ai fait photocoach avec Marie Astrid et André Amiotte, et c'était en 2013, fin 2013. Donc à partir de 2014, quand j'ai choisi ma voie et que j'ai commencé à faire les séances Être une femme en tant que photographie thérapeutique. Tu as commencé à te former sérieusement sur la gestion d'entreprise, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de formations sur la technique et sur ce genre de choses et qu'on oublie un petit peu qu'on est aussi gérant d'une entreprise et entrepreneur et que donc il faut savoir aussi gérer son argent, gérer ses rentrées d'argent, gérer ses sorties d'argent et tout ce qui va avec. Oui, et surtout, je pense que le plus important pour un entrepreneur, surtout pour les photographes, c'est d'arriver à prendre confiance en ce qu'ils sont et en la valeur de ce qu'ils vendent. Et dans la légitimité qu'on peut avoir justement à être un vendeur quelque part. C'est ça. C'est un peu le côté un peu difficile tout le temps de la C'est, photo, c'est de se trouver légitime à vendre quelque chose et à ouais. être payé pour faire ça en fait. Mais c'est ce qui ressort le plus dans les formations pro, c'est qu'on est de très mauvais vendeurs en tant que photographe. Moi, à l'inverse, je suis arrivée pas trop mauvaise vendeuse, mais assez mauvaise photographe. Donc du coup, ma légitimité a eu du mal parce que je démarrais de rien. Hein. Je suis autodidacte, complètement photographe autodéclaré. En fait, moi, je ne savais pas qu'on pouvait se permettre de vendre une photo aussi chère parce que j'avais un tout petit porte-monnaie et que j'imaginais pas que des gens pouvaient en avoir un plus gros. Ouais. Et en fait, à partir du moment où j'ai levé mes propres barrières là-dessus,
j'ai eu beaucoup moins de soucis à vendre à des tarifs qui sont normaux en fait pour le travail qu'on fait. Il y a 1 an ou 2, j'ai fait un séminaire d'une entreprise qui avait invité un spécialiste de la vente qui s'appelle Michael Aguilar, qui est un vendeur né. C'est quelqu'un en fait qui va dans les entreprises et qui étudie les meilleurs vendeurs de chaque entreprise. Et il racontait une anecdote que je vais raconter là. Je vais essayer de la faire courte parce qu'elle dure assez longtemps dans le séminaire. Mais il disait en fait, il va dans un magasin de luxe et la vendeuse numéro 1 du magasin de luxe, dans ce magasin, je crois qu'il mesurait en fait le succès des vendeuses à leur capacité à vendre un sac en cuir qui était hors de prix, qui devait coûter 8 ou 10 000 euros par sac. Et là où la plupart des vendeuses en vendaient un par semaine, elle en vendait 7 à 8. Et il se demandait pourquoi. Et en fait, cette vendeuse-là, c'était je crois qu'elle devait être chinoise. Et quand elle voyait arriver une Européenne, en fait, dans son esprit, toutes les Européennes avaient beaucoup d'argent. Et donc, elle proposait systématiquement ce sac à ses clientes et elle en vendait 8. Et en fait, la différence entre elle et toutes les autres, c'est que simplement, elle ne se mettait pas cette barrière de se dire cette personne-là ne sera pas intéressée par ce que j'ai à lui vendre. Elle essayait de le vendre à tout le monde et du coup, elle en vendait beaucoup plus simplement parce qu'elle essayait plus. Et c'est amusant parce que c'est ce que tu viens de dire en fait, c'est que dans ton esprit, c'était difficile pour quelqu'un de mettre plusieurs centaines d'euros dans une image, dans une photo imprimée. Je ne veux pas dire dans une image, mais dans une photo imprimée, alors que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de le faire et on ne s'en rend pas forcément compte. C'est tout à fait ça en fait, parce que moi je me suis aperçue que j'avais des préjugés le jour où j'ai reçu, juste après Photogauche, je m'étais dit la prochaine projection que je fais, j'applique tout, je ne dis rien, j'applique juste et j'arrête de me saborder mes propres ventes toute seule. Et cette première projection que j'ai eue, c'était une dame à qui j'avais donné des habits de mes filles. Donc du coup, j'avais un préjugé mais énorme dessus parce que je lui avais donné des habits, donc pour moi, elle n'avait pas d'argent. Ce qui est débile. Et sauf que j'ai fait un panier. On peut parler argent ici ou pas? On peut parler argent, ça ne dépend que de toi. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai fait mon premier panier. Le panier exact était de 1296. Je m'en rappelle très très bien, forcément. Ouais. Parce qu'en fait, j'en revenais pas et je m'enfonçais dans ma chaise, même si je le laissais pas paraître. Tout simplement parce que cette personne-là, je n'y ai pas mis de barrière. Elle s'est fait plaisir. Je lui ai juste dit, vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais oui, quand tu lui as dit 1296 euros, tu as rentré la tête dans les épaules en disant elle va m'envoyer chier quoi. Non, parce qu'en fait, elle l'a ajouté elle-même. Alors ça vaut combien? Je fais ça. Bon ben voilà, ça fait combien? C'était hyper naturel. Mais moi, j'avais toutes mes alertes qui disaient mais non, tu peux pas lui faire ça, tu peux pas. Ben, si, en fait, elle était hyper heureuse et elle est toujours hyper heureuse d'avoir ces photos-là. On a toujours contact et elle est toujours ravie d'avoir ces photos-là. Et donc, tu as appris à ne pas projeter tes craintes sur les autres. Exactement. Avant, quand je vendais un coffret avec les photos en numérique dedans, qui faisait, je crois, 550 à l'époque, je disais donc vous avez le coffret avec les photos imprimées avant c'était un CD donc encore avec le CD des photos en numérique dedans. Et dans la foulée, avant même qu'ils aient ouvert la bouche, je leur disais si vous voulez le CD tout seul, c'est plus que 300 euros. Donc tu te sabordais toute seule en fait. Du coup, je ne vendais pas mon coffret. Hein. Ça tient à très peu de choses. Juste d'accepter que ce qu'on vend a une valeur. Oui, et puis d'accepter de se taire parce que c'est pas votre portefeuille, c'est le leur, ils font ce qu'ils veulent avec. Écoute, prenez-en de la graine, vous qui écoutez. On peut vendre des choses chères, chères qu'on perçoit soi-même comme chères, alors qu'en fait, elles ne le sont pas réellement. Il faut quand même se dire un truc hyper important, et je pense que c'est vraiment la leçon la plus importante que j'ai appris à Photocoach, c'est qu'on ne vend pas de la photo, on vend ce que ça apporte aux gens. C'est une phrase que vous avez dû entendre des milliers de fois, c'est pas possible autrement. Mais franchement, une photo de vos enfants, ça vaut combien? Combien ça vaut une photo de vos enfants petits? Une belle photo, ça vaut très cher, effectivement. Moi, si ma maison brûle, ce que je vais perdre de plus précieux, c'est probablement mes photos. Alors, on va arriver à la conclusion de cet épisode. La première question de la conclusion, c'est quel est le pire moment de ta carrière? Ah oui. Alors, le pire moment de ma carrière, j'ai dû réfléchir un petit peu quand même parce que je dois avouer que j'ai pas une carrière où il s'est passé des trucs trop horribles. Je suis plutôt contente. Mais par contre, j'ai fait la boulette.
la boulette qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai publié des photos dont on m'avait pas donné l'autorisation. Et j'avoue que j'ai passé un sale moment. C'était au tout début et j'ai publié, en fait, j'ai oublié que j'avais pas l'autorisation. J'ai fait un diaporama sur YouTube avec plusieurs photos qui passaient. Et dans toutes ces photos-là, il y avait 3 photos d'un couple qui m'avait pas donné l'autorisation et qui me sont tombées dessus directement avec la menace de l'avocat et compagnie. Donc ça a été quelques journées compliquées. Je pense que ça faisait 2 ans que j'étais photographe. J'ai un peu mal vécu le truc, mais après j'ai plus du tout oublié de faire signer les autorisations, de les ranger et de savoir qui. C'était une bonne leçon. Oui, c'était au final une bonne leçon, mais c'est vrai que c'est un de mes moments pas préférés. Quand ça tourne mal, ça tourne très très mal, très très vite et très très fort. Donc c'est vrai que c'est. Je m'en suis bien sortie parce que j'ai fait appel à une avocate à côté qui m'a fait un message. Ils se sont contentés d'avoir toutes les photos en échange, bien joué. Ouais. Mais voilà, ça m'a valu quelques nuits pas tranquilles. Ça a été une bonne leçon en tout cas. Oui. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment de ma carrière, pour l'instant, ça reste mon premier portraitiste de France parce que c'était la reconnaissance d'un travail acharné que j'avais effectué à ce moment-là pour pouvoir être reconnue de mes pairs. Et pour moi, c'est un petit peu le moment où j'ai été photographe pour de vrai. C'est comme tous les autodidactes, en fait, c'est la reconnaissance des autres qui te fait sentir légitime, en fait. On arrive à la dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Alors, moi, je vais te recommander une personne que j'aime beaucoup, qu'on voit assez souvent ces derniers temps, je trouve, malgré qu'elle aime bien se cacher. C'est Sophie Bourgex, que j'apprécie particulièrement pour son travail, que je qualifie d'assez approchant du mien, mais complètement différemment, et qui sait si bien photographier les âmes. D'accord, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps dans un live de la FFPMI et je m'étais justement dit que ce serait intéressant de l'interviewer prochainement. Donc, si tu es d'accord, je vais essayer de la contacter par ton intermédiaire et puis de caler un enregistrement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton site internet, ton Instagram, ton Facebook? Alors, mon Facebook, c'est Priscilla G photographe. Mon Instagram, Priscilla G photothérapeute. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon site internet, studio-priscilliag.com ou photographie-thérapeutique.com. J'en ai 2. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon, voilà, tu as tout. Je crois qu'on a tout. Je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront cliquer et te retrouver assez facilement. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. C'était très intéressant. Écoute, à très bientôt sur les différents groupes Facebook qu'on fréquente au commun. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.